Bienvenue à cette présentation. Donc, j'avais fait une présentation sur le projet KDE Neon Core l'année dernière. L'idée cette année, c'est de faire un peu le retour, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et où on en est. Tout d'abord, qui je suis et pourquoi je parle de ça. Je m'appelle Kevin Otens, je travaille avec la communauté KDE plus ou moins activement depuis une vingtaine d'années. Je suis assez vite tombé amoureux de la communauté elle-même, et donc j'ai fait des trucs par-ci par-là pendant les années. Donc j'ai travaillé sur KDE Lips, sur l'architecture pour le passage à KDE Frameworks, le manifeste, j'avais une série de blogs que j'ai arrêté par disponibilité, par temps disponible, sur des analyses communautaires, donc analyse de données sur comment les choses sont produites. Aujourd'hui, professionnellement, je travaille donc pour Enioka Haute Couture. Donc on est une petite boîte de services. On est centré essentiellement sur du développement. Alors le truc à la mode, c'est de dire qu'on est des développeurs polyglottes parce qu'on touche à plein de stacks différentes. Et bien évidemment, on aime ce qui se fait côté KDE. Donc quand il y a des occasions de faire des choses, on essaye de participer. Et donc je vis à Toulouse. Donc si le rappel de l'année dernière, si vous n'aviez pas vu la présentation de l'année dernière, et puis c'est un peu loin, donc si vous ne vous souvenez pas, c'est de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que Ubuntu Core? Donc, la définition qu'ils mettent sur leur site pour Ubuntu Core, c'est cela. Donc, c'est un système qui est conçu un système d'exploitation qui est conçu pour essentiellement des systèmes embarqués. Et c'est la version immutable, atomique, en fonction du mot à la mode, d'Ubuntu. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est donc sûr au niveau du design. Tout fonctionne dans des conteneurs. Et donc tous les composants sont distribués avec leur système Snap, leur système de packaging Snap. Même le noyau et le démon qui gère les snaps lui-même arrivent dans un Snap. Donc ils ont tout packagé de cette manière-là. Ça permet à des systèmes qui utilisent ce système d'exploitation-là d'avoir des mises à jour over the air avec du rollback possible. Donc il y a 2 ans maintenant, ils ont annoncé un autre effort qu'ils ont appelé Ubuntu Core Desktop. Donc avec sa propre définition, Fully Containerized Desktop, where each component is immutable and isolated. Et l'idée, c'est d'avoir une session desktop complète par-dessus Ubuntu Core. Donc là, on s'éloigne un peu du cas d'usage traditionnel, j'ai envie de dire, de l'embarqué, voire du Deep Embedded. Et ce qu'ils cherchent là, c'est d'avoir un peu les mêmes bénéfices que ce qu'ils ont côté Ubuntu Core, mais pour des choses où on a une interface pour l'utilisateur. C'est pour des questions de sécurité, c'est un peu les mêmes promesses que ce qu'il y a pour Ubuntu Core lui-même. C'est que ça soit plus difficile pour des softwares malicieux de se propager, de modifier le système, avoir de la stabilité, un côté reproductible aussi, et notamment un côté auditable. C'est-à-dire que si je connais la liste des snaps qui sont dessus, je sais à l'octet près ce qu'il y a sur le système en fait. Bien évidemment, ça arrive avec quelques contraintes et difficultés supplémentaires. C'est que quand on est sur l'embarqué, c'est assez facile, on va dire, de se dire bon bah voilà les différents composants dont j'ai besoin pour assembler mon système. Quand on est sur desktop, dès qu'on met vraiment une session desktop, la quantité de composants elle explose. Donc on a beaucoup plus de composants qui sont en interaction, et réussir à tracer les frontières entre ces trucs-là pour les mettre chacun dans leur conteneur, c'est pas toujours évident parce qu'il y a souvent beaucoup d'interactions. Parallèlement à ça, donc il y a un effort de la communauté KDE qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui s'appelle KDE Neon. La promesse de KDE Neon, c'était d'avoir sur une base Ubuntu LTS les dernières versions de ce qui est produit par la communauté KDE. Okay, donc c'était avoir une base extrêmement stable, et puis par-dessus ça, donc ce qui est vraiment user-facing, ça soit très à jour, et donc avec un côté un peu rolling.
L'idée, c'est d'avoir un peu un showcase pour tout ce qui est fait par KDE et d'avoir un peu une espèce de plateforme de référence. Donc, on a cette base très stable et quelque chose de très à jour en termes d'expérience utilisateur. Ce qui nous amène à KDE Neon Core, et donc l'idée de KDE Neon Core, c'est de dire on voudrait faire la même chose que KDE Neon, mais au lieu de le faire sur un Ubuntu LTS, on le ferait sur Ubuntu Core. Okay, en l'occurrence, Ubuntu Core Desktop. Ce qui a été fait pour ça, c'est donc ça c'est ce que j'ai présenté l'année dernière, c'est l'architecture qu'on avait en 2024, et là je suis tout petit donc je vais avoir du mal à pointer les trucs, mais on a produit, donc tous les composants que vous voyez en bleu sur le slide, c'est ce qu'on a produit pendant le projet KDE Neon Core, du démarrage jusqu'à la présentation en novembre l'année dernière. Donc on a produit des snaps pour quelques applications qui n'étaient pas forcément packagées ou alors qui avaient besoin d'être fortement mis à jour. Pour faciliter ça, on a fait donc le KF6 Core 22 qu'on voit en haut à droite, qui est en fait le snap qui fournit tout le contenu, les binaires de base, les bibliothèques, etc. nécessaires pour les applications. Et on a donc produit un BSnap, donc système de base avec tout le nécessaire pour faire tourner Plasma dessus, plus le Desktop Session, donc, et lui était tout petit et contenait juste quelques scripts pour en fait lancer les binaires qui étaient fournis dans le système de base. Je ne reviens pas sur les détails de ce truc-là, mais ce que je racontais l'année dernière, c'était que cette architecture-là, elle avait des problèmes, c'est-à-dire qu'on bourre plein de choses dans le BaseSnap, et donc on est un petit peu loin, on va dire, de la promesse de se dire, je prends Ubuntu Core et je rajoute des trucs par-dessus. Parce que là, j'ai pris la base de Ubuntu Core et j'ai étendu directement dedans, d'accord ? On avait fait comme ça parce que c'était côté canonical pour Ubuntu Core Desktop, c'est la façon dont il travaillait. On n'avait pas tellement le choix à cause de la maturité des choses qu'on utilisait, mais c'était déjà identifié comme quelque chose à changer. Donc, je vais y revenir après, bien évidemment. Donc on a produit toutes les briques de base qui étaient nécessaires pour les applications. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça c'est l'état de l'année dernière. Donc avec le paquet qui est utilisé au runtime, qui est produit à partir d'un SDK PureQt et d'un SDK KDE Frameworks. Et toutes les applications sont bâties là-dessus. On avait aussi donc mis en place un système de CI avec validation. Donc c'était en cours, les travaux sur les tests graphiques. Mais donc validation, les applications, on les met dans le package et on les démarre sur le CI. On fait des actions de base pour vérifier que quand c'est conteneurisé, ça tourne encore. C'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux de mettre ça pour le BaseSnap ou le SessionSnap, donc on n'avait pas forcément des tests automatisés GUI dessus. Et on avait mis en place en fait tout le nécessaire pour, à partir de ces snaps, produire en fait une ISO installable du système. Donc ça c'était ce qu'on avait l'année dernière. Du coup, l'année dernière, on avait présenté tout ça. On a parlé aussi donc, de comment fonctionne le confinement en Snap. Notamment comment tout ça s'est basé sur seccomp et AppArmor, comment l'intégration des units systemd, parce que tout le démarrage d'une session KDE aujourd'hui, ça se fait via le système des users, et ça c'était pas simple, parce que c'était pas forcément prévu côté Snapd, et donc tous les problèmes que ça a pu créer, les écrans noirs qu'on a eu parce que Queen il démarrait pas, etc. etc., etc. Donc je parlais de tout ce genre de choses-là et comment ça se débug. Donc là, qu'est-ce qui a changé depuis un an? Donc on avait parlé beaucoup des bugs, là on va se concentrer plus sur donc ce qui a changé l'année passée et les nouveaux problèmes que ça soulève, d'accord? Donc le sujet central depuis l'année dernière, c'était justement de corriger l'architecture. Et donc on a travaillé avec Canonical pour essayer d'améliorer, qu'il y ait des choses qui changent dans Snapd pour aller plus vers une architecture qui nous paraissait plus adéquate. Mais on n'est pas forcément allé jusqu'au bout. Donc on va voir ça. Donc titre de rappel, ça c'est l'architecture 2024. Ça c'est l'architecture cible. Okay, donc l'idée de l'architecture cible, c'est de dire, on sort donc déjà il y a un passage à Core 24, si vous regardez, partout c'était marqué Core 22, ça devient Core 24. Et en plus de ça, on sort tout ce qui est spécifique à Plasma
du base snap, et ça sort dans un autre, donc dans le Plasma Core, j'ai oublié le 24 dessus, mais dans le Plasma Core 24 qui est un nouveau content snap, et la session se base là-dessus, okay, plutôt que de partir du principe que c'est dans le base snap. L'intention c'était aussi d'avoir SDDM qui est packagé et conteneurisé. Parce que mine de rien, le mettre dans un conteneur et le confiner, vu que c'est le login manager, il a envie de faire plein de trucs, quoi. Donc c'est un challenge en soi. Donc ça c'est l'architecture cible, et ça c'est l'architecture 2025. Vous voyez la blague? Alors on la refait. Hop là. Alors il manque un bout, ouais, hein, donc on a SDDM qui disparaît, d'accord, mais si vous regardez aussi le base snap, c'est pas exactement Core 24. Ok. Donc ça a été discuté avec eux, donc c'est un peu le jeu des 7 différences, mais là je vous ai pointé, il y en a essentiellement 2. Le fait que ce soit Core 24 Desktop et pas Core 24, c'est pas un petit truc. C'est-à-dire que, en fait, Core 24, c'est vraiment ce qui est dans les systèmes Ubuntu Core standard, on va dire. Core 24 Desktop, c'est un truc qu'ils ont fait eux pour les forts Ubuntu Core Desktop, et en gros, il y a GDM et tout GNOME à l'intérieur. Ok. Donc comme on n'a pas, il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas fait SDDM, je vais y revenir, mais comme on ne pouvait pas avoir SDDM, il nous fallait avoir un login manager qui avait les accès nécessaires, et donc du coup, on est obligé un peu de bâtir par-dessus. Par contre, tout l'effort a été fait pour qu'on n'utilise rien qui existe depuis notre Content Snap, depuis le Plasma Desktop Session. On a fait l'effort de tout faire pour ne pas utiliser des choses qui sont dans Core 24 Desktop. Ou alors, si c'est le cas, c'est de manière indirecte via des appels des bus, des choses comme ça, en sachant que c'est des services qui progressivement vont être sortis de là à mesure qu'ils avancent de leur côté. Mais rien que ça, donc rien que d'aller vers cette architecture, on va dire, intermédiaire par rapport à l'architecture cible qu'on aimerait avoir, tout ça, ça a quand même pas mal d'impact et pas mal de modifications sur le produit. Et c'est ce qu'on va explorer ici. Le gros changement, en fait, c'est celui-là, c'est la relation avec KDE Neon Core, avec KDE Neon, pardon. Parce que quand on faisait l'architecture 2024, pour le base snap, en fait, on faisait tout en réutilisant directement des paquets Debian en provenance de KDE Neon. Okay. Mais, alors je vais revenir rapidement dessus. Là, ce qu'on voit, c'est que le Plasma, le Content Snap, là, le Plasma Core 24, il dépend du KF6 Core 24. Et celui-là, on le construisait depuis les sources. Donc ça commence à devenir touchy de se dire, alors je vais réutiliser les paquets Debian d'un côté, mais en fait au runtime j'ai fait tourner par un truc qu'on a compilé par ailleurs. Ce qui veut dire que le gros impact dans cette relation, c'est qu'on utilise beaucoup moins de choses en provenance des dépôts KDE Neon que l'année dernière. Et ça c'est aussi parce que le fait qu'on sorte tout du base snap, et donc les paquets, eux, ils supposent qu'ils sont dans /usr, d'accord. Et là, ça finit dans un autre préfixe, en fait, dès qu'on les sort du base snap. Donc tout ça, ça crée aussi des difficultés, d'où l'intérêt de compiler plus de choses à la main. On utilise quand même quelques paquets qui viennent de KDE Neon, parce que dans les archives KDE Neon, ça contient donc des paquets vraiment spécifiques ADE et des backports sur Ubuntu LTS, pour pouvoir compiler et faire tourner les trucs plus récents côté KDE. Donc ces backports-là, on continue à les utiliser. Ça nous facilite la création de notre Content Snap, mais tout ce qui est Qt et par-dessus Qt, ça on le compile nous-mêmes. Si besoin, on pourrait probablement couper ce lien-là et même rien utiliser de KDE Neon. Mais ça veut dire que l'équivalent des backports, il faudrait qu'on les compile nous-mêmes, qu'on se les traîne. Et ce n'est pas si simple, parce que il y a eu la publication de Ubuntu Noble dans la période. Donc on a pu voir en fait à quelle vitesse des backports apparaissaient à l'intérieur de ça. Et en fait, assez vite, on a des backports quand même assez importants. Donc il y a un exemple qui est la libdisplayinfo qui est utilisée par Queen. Celle qui est dans Noble, elle est trop vieille.
Donc, du coup, rien que pour ça, bah, il faut avoir un backport. Voilà, donc il y a plein de petits trucs de cet ordre-là. Donc ça pose des questions en fait sur la gestion des dépendances côté plasma, etc. Peut-être qu'il faudrait monter de manière un peu moins agressive. Ou alors, bah, le cas par exemple pour libdisplay, ça serait simplement de dire, au lieu de forcer à passer à la version majeure suivante, on fait de la compilation conditionnelle pour pouvoir supporter un peu les deux. Sinon, bah, ça nous oblige en fait à avoir Starshiv, à conserver Starshiv de backport, même pour Ubuntu Core. Donc ça, c'est un aspect, le lien avec KDE lui-même. Il y a un autre gros aspect qui a été, on a changé de préfixe, comme j'ai mentionné. Et donc là, bah, ça a ouvert toute une palanquée de problèmes potentiels qu'on a découverts. Et donc, on s'est dit que changer de préfixe, ça serait peut-être pas simple. Effectivement, ça n'a pas été aussi simple que ce qu'on pourrait le penser. Donc, voilà, les traditionnels, je trouve pas ma bibliothèque, j'ai pas les bons symboles, voilà, ce genre de trucs-là. Donc il y a des choses qu'on a quand même assez vite corrigées. C'est-à-dire que tout ce qui est Qt, tous les composants publiés par KDE, et en gros tous les trucs qui suivent les specs XDG du Free Desktop, en positionnant dans l'environnement confiné quelques variables d'environnement pour dire non, mais en fait c'est là, et ça marche. Okay. Donc pour tout cela, globalement, ça a été simple. Et après, bah, il reste le reste, quoi. Donc il y a certaines dépendances. Par exemple, on utilise des bibliothèques de Pipewire, ça ne respecte pas le XDG du tout. Et là, c'est aller chercher dans le code des variables d'environnement sur lesquelles on peut jouer, oui, non. Alors des fois, on a trouvé des trucs qui étaient documentés, des fois, on a trouvé des trucs qui n'étaient pas documentés. Et pour les trucs qui n'étaient pas documentés, il y en avait certains, c'était clairement des trucs purement pour les développeurs pour faire du test en local. Mais on n'avait aucune garantie que ça allait rester. Du coup, ce qu'on a dégainé, c'est une fonctionnalité qu'on n'utilisait pas encore côté Snap. Donc, dans les fichiers Snapcraft de description, on peut aller plus loin que juste des variables d'environnement pour contrôler ce qui est vu par le process dans l'environnement confiné. Et donc, il y a un système de bind mounting et ça passe par, ils appellent ça des layouts. Et en gros, c'est de dire, bon, alors en fait, ce que tu vois à l'intérieur quand tu es confiné, dans /etc alza, c'est pas le vrai. En l'occurrence, par défaut, il n'existe pas. Mais en fait, ça va aller pointer sur le etc alza que j'ai à l'intérieur d'un de mes content snap ailleurs. Voilà. Donc on a là c'est juste 2 exemples, mais on en a toute une liste. Et ça, c'est pour faire tomber Pipewire en marche, tomber alza en marche, tous ces trucs qui suivent pas les specs XDG. La deuxième, c'est ah bah oui, mais maintenant je trouve plus mes services systemd, parce que l'année dernière, comme c'était dans le base snap, on avait pu on avait eu quelques difficultés, mais en les retouchant un peu, on les avait directement à un endroit où systemd les voyait, c'était bon. Là, le truc, c'est que ils sont dans mes snaps maintenant, mes fichiers profils, mes fichiers systemd pour les units. Et donc le systemd qui lui tourne sur le système, il voit pas à l'intérieur, il est à l'extérieur du confinement. Donc mes process, eux, ils les voient, mais systemd qui doit démarrer tout ça, lui, il les voit pas. En plus de ça, on a une deuxième difficulté, c'est que pour les services que l'on a à l'intérieur du Snap, on les déclare dans le Snapcraft YAML. Et en fait, ce que fait snapd, c'est qu'il génère des unit files systemd à lui qui suivent ce qu'on a décrit. Donc, ils sont complètement décorrélés de ce que j'ai moi dans mes snaps. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave parce qu'on sait prédire le nom qu'ils vont avoir. Donc, je ne vais pas utiliser les miens, je vais utiliser ceux qui viennent de systemd, qui viennent de snapd. Mais dans ceux qui sont produits par la communauté KDE, il y a des dépendances et on dit que tel service il a besoin de tel autre pour fonctionner, etc. Il n'y a aucun moyen de spécifier ça côté Snapcraft. Donc il fait une liste à plat de voilà tous les services. Et puis quand la session démarre, il démarre tout le monde sans se poser la question. Donc ça c'est problématique parce que forcément ça ne boot plus. Mais comme on peut prédire le nom, ce qu'on a fait, c'est que du coup dans les content snap, on s'est débrouillé pour déjà on rajoute des alias, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le service normal, donc,
Comme je disais, on se repose sur celui de Snapd, donc celui-là, on le shoot. Et à la place, on le déclare comme étant, sous le nom original, un alias de celui qui est fait par Snapd, comme on peut prédire le nom. Donc ça me résout une partie du problème, ça ne me résout pas la question des dépendances. Et donc pour les dépendances, ça veut dire qu'à côté de mes fichiers services, j'ai aussi des overrides pour réinscrire toutes les dépendances qui n'ont pas été générées par Snapd. Donc on refait ce travail-là un peu à côté. Et le dernier morceau, en fait, c'est ce qu'on a là sur le slide. Il y a un script qui bootstrap la session. Et en fait, dans ce script-là, on vient manipuler l'environnement du systemd avant d'être dans le confinement pour dire, alors, pour trouver toutes les informations sur les services, tu regardes là où tu regardes d'habitude, mais en plus, je t'injecte un truc. Et c'est là que tu vas trouver le pack de services, etc. Donc c'est un peu cracra, mais pour l'instant, il ne nous file pas encore le nécessaire côté Snapd pour pouvoir faire ça. Ça fait partie des discussions, tous ces trucs-là, parce que du coup, on a travaillé avec Canonical, donc j'étais dans des réunions avec les architectes côté Canonical. Ça nous a permis aussi de pousser ces sujets-là en disant, bah, en fait, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça pour faire évoluer Snapd dans ce sens-là. Après, c'est juste du travail, donc ça prend du temps. En fait, nous, on avait besoin d'avancer et ça prend du temps pour que ça apparaisse dans Snapd. Donc, typiquement, ça n'existe pas encore dans Snapd, ça fait partie des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. On est obligé de garder ça, mais c'est un peu du temporaire. Même chose, donc c'est un peu la même idée que pour les dépendances entre les services. On peut avoir des services qui dépendent de target, d'accord, et c'est important notamment, là où ça nous intéressait, c'est que tous les services qu'on a dans une session KDE, ils sont partis, il y a une relation qui s'appelle part-of, côté systemd, ils sont part-of tes graphical sessions, et s'ils n'en font pas partie, quand je quitte, ça ne nettoie pas tous les services. Donc, c'est pas génial, quoi. J'avais encore des services, je cherchais à quitter ma session et j'avais en fait encore plein de services qui tournaient. Donc, si je retourne dans ma session, ça se marche dessus, ça ne va pas. Donc, même chose, même technique, on a utilisé les overrides pour pouvoir faire ce travail-là. On a eu aussi donc, des problèmes avec le desktop portal parce que tout est confiné. Donc, par exemple, pour une application, pour un file dialog, elle ne peut pas simplement le faire elle-même, c'est délégué au desktop portal. Lui, il n'est pas confiné. Le XDG Desktop Portal, il n'est pas confiné. Par contre, là où il y a une difficulté, c'est que ce truc-là, il est séparé en deux. Il y a un front-end et un back-end. Les applications parlent au front-end. Le back-end, il est spécifique à la session. Donc le back-end, nous, on l'a côté session, il est confiné. Le front-end, il n'est pas confiné. Et on a eu des difficultés par rapport à ce truc-là. Parce que quand il est démarré, Start Plasma, il a déjà poussé, lui, son propre des informations d'environnement côté systemd pour l'activation. Donc, quand ensuite le portal il est activé, il hérite de variables d'environnement, etc., qui viennent du confinement. Sauf que lui, il n'est pas confiné. Donc, il essaye de trouver des bibliothèques à des endroits qui ne sont pas là, etc. Et donc, ça se crachait lamentablement. Et donc, pour ça, on a rajouté un override spécifique dans la pelletée d'override qu'on a. Pour lui dire non, alors t'ignores tel morceau de l'environnement, etc., parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Et là, en faisant ça, ça fonctionnait. Et on a eu des difficultés aussi sur les applications. Alors, pas les applications qui sont Snap, mais avec la session, on fournit quelques applications de base. Par exemple, c'est quand même pratique d'avoir, c'est peut-être des choses qu'on changera à terme, mais d'avoir le terminal fourni avec le reste de la session. C'est plus facile, en tout cas en développement, de démarrer le terminal et d'aller examiner facilement comment est vu l'environnement. Ça aide aussi pour le file manager, par exemple. Enfin, voilà, il y a quelques petites choses comme ça pour lesquelles on les avait mis dedans et on s'est aperçu qu'avant, ça marchait bien et après cette transition, ces applications-là ne démarraient plus. Et pareil, c'était le changement de préfixe parce que tout ça, en fait, est démarré avec des fichiers desktop. Et dans les fichiers desktop, ils étaient générés à la compilation et il y avait le préfixe d'avant. Il n'y avait pas le nouveau préfixe qu'on voulait nous. Qui est différent de celui qui est utilisé au moment de la compilation. Donc, on a dû aller en fait patcher. On patch, c'est à la fin du build, avant de remplir vraiment le snap, on patch en fait tous ces fichiers desktop pour dire non, tu n'as plus un chemin fixe, mais en fait ton chemin il dépend de la variable d'environnement snap, qui est celle pour dire où est le préfixe de mon snap.
Tout ça, ça a aussi poussé à avoir des améliorations pour Snapd. Donc il y en a qui ont été démarrées déjà l'année dernière, mais ce n'était pas encore dans Upstream. Mais donc alors à part tous les patchs qu'on avait produits l'année dernière, maintenant ils sont dans le Snapd Upstream, donc ça c'est plutôt pas mal. Les autres choses qui ont changé, c'était, comme je disais, il y a certains services qui arrivaient avec Ubuntu Core Desktop et progressivement ils les sortent. Donc un gros qui a été sorti, ça a été Pipewire, qui maintenant a son propre Snap séparé. On l'a plus dans la session, mais il n'est plus dans le système de base non plus. Mais les sessions desktop, pour parler à Pipewire, elles ont besoin d'accès privilégié parce que sinon elles ne sont pas capables. La plupart des applications qui parlent à Pipewire, c'est pour envoyer du son, des choses comme ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Snap, il y avait les interfaces pour pouvoir faire ça. Par contre, la session desktop, si pour faire du partage d'écran en WebRTC, etc., ça passe par Pipewire aussi. Et ce n'est pas exactement les mêmes canaux de communication. Et donc, il faut des interfaces spécifiques pour les desktops pour pouvoir, pour les sessions desktop pour pouvoir parler là-dessus. Et donc ça, nous, on ne l'a pas écrit, mais ça fait partie des ajustements, ça fait partie des choses qu'on a discutées avec eux et qui ont été ajustées. Donc il y a des plans similaires pour retirer UDisk du Snap de base, mais ça c'est encore en cours. Mais c'est un peu le même système, c'est un peu la même situation que Pipewire. Ça veut dire que ça oblige à introduire une interface qui est spécifique aux sessions desktop pour pouvoir accéder à UDisk. Donc celle qui n'est pas rentrée, c'est celle-ci, donc c'est Systemd User Control, dont j'ai parlé en long, en large et en travers l'année dernière, pour pouvoir simplement démarrer la session convenablement. Donc celui-là, il n'est pas upstream, par contre il est dans un fork que les gens de Ubuntu Core Desktop utilisent. Il y a une espèce d'étape intermédiaire, si vous voulez, donc même eux, ils peuvent s'en servir, et ça, c'est intégré dedans. C'est pas intégré parce qu'il y a une intention de résoudre le même problème de manière plus ambitieuse, qui est de dire on veut empêcher en fait de parler à Systemd directement. Et donc le plan qu'ils ont côté Snapd, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est de dire on va insérer dans l'environnement confiné un proxy vers Systemd. Donc on parlerait au proxy Systemd et lui il filtrerait les appels pour dire ça j'autorise pas et il laisserait passer ou pas. Donc c'est un peu plus ambitieux que ce qu'on a ici. Et bien évidemment, pour pouvoir compléter, il y aurait d'autres choses à faire en fait, pour aller vers l'architecture cible que je mentionnais tout à l'heure. Il faudrait pouvoir justement déclarer les dépendances entre services. Et il faudrait qu'un snap puisse en exécuter un autre. Ça, c'est hyper touchy parce qu'une des promesses, c'est justement de dire que si j'ai un problème de sécurité dans un snap, ça ne peut pas se propager ailleurs. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que le snap, il ne peut pas lancer autre chose dans un autre snap. Sauf que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire un login manager, quoi. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas le faire confiné, parce que le login manager, à partir du moment où il est confiné, lui, tout son propos, c'est de dire, quand l'utilisateur s'authentifie, je peux, vérifier l'authentification, c'est mon dernier point, et deux, une fois que j'ai vérifié l'authentification, l'utilisateur il m'a dit de démarrer telle session, il faut qu'il puisse lancer la session. Donc ça, c'est deux points qui sont essentiels pour les login managers, mais forcément, en termes de sécurité, c'est deux interfaces qui sont hyper sensibles. Donc les autres choses qu'on a constatées, c'est que tous les travaux qu'on a faits, ça a tendance à prendre du temps parce que pour pouvoir tester les choses tout assemblées, il faut que ça aille jusque dans le Snap Store. Et Snap Store, c'est contrôlé par Canonical. Et nous, en tant que développeurs, on ne peut pas avoir un store privé ou un truc comme ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, techniquement, on pourrait imaginer, mais c'est beaucoup trop d'efforts, en fait. Il y aurait beaucoup trop de choses à recréer. Et en fait, tout ça, ça introduit beaucoup de délais. C'est-à-dire que des fois, quand on constate un problème une fois tout assemblé, donc il y a des choses qu'on arrive quand même à faire en local. On peut injecter nos propres snaps, builder en local, etc. Mais à un moment donné, si je veux tester maintenant je construis mon image à partir de tous les composants que j'ai publiés. Si je trouve un problème à ce moment-là, là, clairement, c'est à corriger par rapport à ce qu'on a publié dans le store. Et donc là, on est obligé d'y repasser. Et voilà, ça prend du temps de review, et ça rajoute beaucoup. La boucle de feedback est hyper longue dans ce cadre-là. Donc c'est hyper frustrant. Mais après, ça se comprend. D'accord ? Parce que toute la promesse, c'est qu'ils font une vérification en termes de sécurité, etc.
Donc ça se comprend que dès qu'on demande « Ah oui, bah, c'est parce qu'il nous manquait telle interface bah, », ça prend du temps parce qu'ils veulent vérifier, ils posent des questions et pourquoi, etc. etc. Donc on a continué les efforts sur les tests d'interface graphique. Par contre, la solution qu'on a utilisée, donc, qui était le Selenium WebDriver qui passe par ATSPY, donc qui est la couche des bus pour l'accessibilité, pas hyper stable. Donc concrètement, on a des tests plutôt fragiles, donc on n'a pas étendu la campagne de test par rapport à ça. Et clairement, il faut trouver une alternative. Donc ça, c'est un truc à trouver côté de la stack KDE par rapport à tout ça. Et donc, comme je mentionnais, on a participé à tout ce qui était réunion d'architecture Snapd. J'ai pu aussi aller au Ubuntu Summit pour dire, ah, regardez, on a fait ça avec vous, c'était chouette. On a réussi donc à produire les ISO système bootable. Donc ça, c'était pas mal d'avoir carrément une ISO, on boot la VM, on installe via l'ISO, on a un truc qui fonctionne. Et on a... Mine de rien, on a aussi aidé en fait sur la transition du CI KDE pour tout le monde, c'est-à-dire pas que pour nous, parce que quand on a démarré le projet, le système de CI KDE utilisait pour donc, tous les projets des conteneurs en fait. Donc on utilise GitLab, donc c'était GitLab Runner basé sur Docker. Ce qui posait des problèmes, donc pour nous c'était juste pas utilisable, puisque en fait on a besoin d'avoir un système un peu plus complet que juste Docker, quoi. On a envie de faire booter des choses plus complètes, et Snapcraft aussi a des attentes en termes d'accès dans le système pour pouvoir fonctionner. Donc juste avec un conteneur, ça ne fonctionnait pas. Du coup, on a été les premiers en fait à utiliser des systèmes basés sur VM. Et ça a servi un peu de blueprint pour les sysadmins KDE de voir comment faire les besoins, etc. Donc c'est eux qui ont fait la mise en place pour nous, mais ça leur a permis d'avoir une zone dans laquelle tester. Et maintenant, en fait, tout le CI KDE, il n'y a plus de conteneur Docker du tout, tout est basé sur de la micro-VM. Maintenant, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que Canonical a un peu changé les priorités en termes produits et d'ingénierie de leur côté. Et donc, ils ont mis en fait Ubuntu Core Desktop en pause. Donc nous, on ne peut pas avancer, quoi. Comme vous avez vu, il y a certains des points que j'ai mentionnés, en fait, on dépend d'eux. Donc c'est pas évident par rapport à ça. On était aussi financé en fait pour ce travail-là. C'était quelque chose que j'avais mentionné l'année dernière. Bien évidemment, ils mettent en pause de leur côté. On ne peut pas avancer pour des raisons techniques, mais du coup, ils ne voient pas trop l'intérêt non plus de continuer à financer pour qu'on continue à avancer, sachant qu'on va se prendre un peu des murs. Donc tout ça, ça a mis un peu le financement en pause. Et en fait, c'est un peu frustrant parce que nous, de notre point de vue, quand je dis nous, je suis multicasquette ici, des fois je dis Enioka, mais aussi des fois KDE. Là, on va dire du point de vue KDE, c'est un peu frustrant parce qu'en termes de produits, il ne manquerait pas grand-chose en réalité avec quelques compromis, c'est-à-dire de se dire, bon, SDDM, ok, il n'est pas confiné, quoi. Parce que là, ça dépend de trop de choses dans Snapd. Mais sinon, il ne manquerait pas grand-chose pour faire un produit un petit peu plus complet. Il y a un chemin possible pour pouvoir faire ça. Donc d'aller un petit peu plus loin, on va dire, dans la transition d'architecture, en acceptant certains compromis, qui est justement de dire, bon, on confine tout, on introduit SDDM, on ne se base plus sur Core 24 Desktop, on aurait probablement le nôtre, mais avec moins d'extensions que ce qu'il y a dans Core 24 Desktop. C'est pas idéal en termes de... On n'est pas exactement à la cible, mais avec quelques compromis, on a quand même un produit qui est assez sympa. Donc ça pourrait se faire en ressuscitant donc les Snap Gadget et Base qu'on a, mais en mettant beaucoup moins de choses à l'intérieur, donc vraiment le strict minimum. Donc juste pour pouvoir en fait bootstrapper le gestionnaire de login et enregistrer les sessions. Donc ça techniquement, avec Snapd aujourd'hui, on y arriverait. Et faire le login manager dans un Snap, mais quand on le lance, il n'est pas confiné, c'est pareil. Ça, on y arriverait. En ayant justement le contrôle sur le base Snap, c'est des choses qu'on peut faire. Mais il reste un problème par rapport à ça, c'est que ça dépend, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas
Ubuntu Core Desktop n'est pas sur le Snapd Upstream, il est sur un Snapd qui est utilisé par Ubuntu Core Desktop. Et comme ils ont arrêté l'effort, bah, en fait, ce truc-là, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, il était 1700 commits derrière le Snapd Upstream. Donc ça, c'est pas très acceptable. Et donc c'est vraiment le point qui nous bloque en tant que communauté pour pouvoir continuer à avancer par rapport à ce truc-là. Et le truc, c'est que c'est eux qui ont dépôt. Pour pouvoir l'avoir, il faut passer par le Snap Store, donc il faudrait qu'on puisse le passer par le Snap Store. Donc sans en fait Canonical qui dit OK, on met un tout petit peu de ressources juste pour faire vivre ce truc-là, on peut pas y arriver. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un peu dormant par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas le faire sans l'accord de Canonical pour ce dernier step. Mais ça serait une bonne façon pour KDE quand même d'être proactif dessus. Les avantages pour KDE en fait d'aller vers tout ça et d'essayer d'avoir cet accord-là, on va dire, avec Canonical, c'est que ça permet en fait aux technologies KDE d'aller sur des systèmes où aujourd'hui les produits KDE ne sont pas forcément présents. Et en gros, c'est tout système Ubuntu Core pour lequel il y a un écran. Aujourd'hui, chacun fait des trucs un peu ad hoc, etc. Là, il pourrait dire, on dégaine un bout de la session Plasma, on prend Queen. Il pourrait très bien dire on prend Queen mais pas tel truc, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Et là on pourrait aller toucher donc, des systèmes qui sont plus télévision, kiosque, tout ce qui est point de vente, tout ce qui est digital signage. Et bien sûr d'autres systèmes embarqués dès qu'on est sur des choses un peu industrielles avec de l'interface. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, en faisant ça, le travail a été remarqué un peu en dehors des cercles habituels KDE. Un truc marrant, c'est que donc ça c'est l'avantage de passer par un store unique qui est contrôlé, c'est qu'ils nous fournissent quand même des dashboards, donc on a des stats sur qu'est-ce qui est téléchargé, dans quel pays, etc. Et alors c'est assez marrant parce que donc on a des variantes ARM64, donc là nous, donc là quand je dis nous c'est côté Enioka, on n'a pas travaillé dessus, mais c'est quelqu'un de la communauté qui s'est dit ah bah tiens, je vais aussi faire la variante ARM64 de ce truc-là, en tout cas pour les parties SDK, et on a des téléchargements de ce truc-là. On ne sait pas qui, hein, ça ne va pas jusqu'à ce niveau de granularité, mais j'ai été très étonné en fait du nombre d'installations qu'il y avait, et ils font la distinction entre les installations actives et inactives. Donc c'est pas juste si ça a été installé et puis qu'ensuite ça a été viré, on voit la différence, quoi. Donc le nombre d'installations actives, j'ai été assez étonné en fait du nombre d'installations actives de ce truc-là. J'ai été aussi en contact avec des personnes donc, qui sont intéressées par ça. Donc notamment, il y en a un où je leur dis non mais si vous êtes content du truc, mais me donnez pas forcément de l'argent à nous, mais si ça vous intéresse et que vous utilisez au moins un bout, devenez sponsor de KDE, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on essaye de faire. Les leçons apprises dans tout ça, c'est que sur la partie test de GUI, donc là plus largement dans la communauté KDE, clairement on n'a pas encore une solution vraiment pérenne, donc ça reste un problème et il faut probablement le réévaluer. L'architecture qu'on a mis en place cette année, donc cette présentation, ça donne peut-être l'image que je suis très frustré parce qu'on n'est pas arrivé à la cible, etc. Mais c'est quand même un vrai plus, quoi. C'est-à-dire que par rapport à l'architecture qu'on avait l'année dernière, ça a levé des nouveaux problèmes, etc. Donc c'est le regard du développeur et donc forcément je me suis pris tous les murs, je vous raconte l'histoire. Mais une fois qu'on a passé ces trucs-là, on a quand même un truc qui est vachement plus robuste que ce qu'on avait l'année dernière. Donc on n'est pas encore au bout, mais on voit déjà un peu les bénéfices en fait d'avoir poussé dans cette direction-là. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Clairement, bon, le truc c'est que dans cet écosystème-là, c'est très difficile de faire les choses sans dépendre de Canonical. Donc bon, ça c'était un peu le jeu, on le savait en allant dedans. Mais l'avantage, c'est celui que je mentionnais juste après, c'est que ça permet aussi à du logiciel libre type ce qui est produit par KDE de suivre un peu avec l'écosystème Ubuntu Core. Et donc voilà, on peut se dire que comme on voit qu'il y a de l'intérêt sur la stack qu'on ne supposait pas, ce genre de choses-là, je pense que c'est intéressant, en tout cas du point de vue de la communauté KDE, que nous, Enioka, on continue à pousser un peu pour ce truc-là, parce que ça offre des opportunités après à la communauté.
Si ça vous intéresse d'aller regarder ce qu'on a fait, éventuellement tester, trouver des petits soucis et contribuer, tout ça, ça tourne autour de deux zones essentiellement à l'intérieur du GitLab KDE. Donc il y a le dépôt Ubuntu Core, donc ça c'est le dépôt, on va dire, qui est tout en bout de chaîne, hein. C'est celui où on a les scripts pour construire les images bootables et les ISO. Et ensuite, on a le groupe Snap Packaging, dans lequel on trouve les snaps qui sont produits. Aujourd'hui, on a des fichiers Snapcraft pour des applications qui sont dans ce groupe-là. Il y a un mouvement de la communauté pour tout ce qui est application, à les bouger en fait, avec le code de l'application. Donc ça, c'est en train de se faire progressivement. Cela dit, pour ce qui est la session, les content snap, etc., ceux-là, il n'y a pas d'endroit où on pourrait les mettre, donc les dépôts, ils ont vocation à rester par rapport à ça. On a aussi de la documentation sur comment mettre des applications dans des snaps. Nous, dans le cadre du projet, on en a fait quelques-uns, mais enfin, la communauté KDE, c'est plus de 200 applications. Donc il y a un gars qui en fait pas mal à côté. Je pense qu'il serait content d'avoir des gens qui l'aident. Donc voilà, on a écrit des guides et des how-to pour ça, donc n'hésitez pas à aller regarder si c'est un truc qui vous intéresse. Et après, on a bien évidemment de la documentation plus technique sur Kdenlive Neon Core lui-même. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Tout ça, bon, bah forcément, il y a eu une petite équipe côté Enioka Haute Couture. Donc, ça représentait 4 personnes. Voilà. Et on a travaillé donc, avec 2 sous-traitants qui sont issus de la communauté KDE. Donc, sans ces personnes-là. Moi, après, je viens pour prendre le crédit de tout ça. Je viens le présenter, mais donc j'ai bossé dessus aussi. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui ont mouillé la chemise derrière tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Et est-ce que vous avez des questions ? Tout était hyper clair, apparemment. Trop complexe. Ou trop complexe. Ouais, c'est un peu niche, j'avoue que c'est un sujet un peu niche. Mais, eh ben dans ce cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne pause déjeuner.